Merci à tous et à toutes d'être venus pour cette première présentation officielle de la nouvelle usine Game in France. Donc cette usine est dédiée exclusivement à la fabrication de jeux de société. On ne fabriquera que des jeux de société dans cette usine. Aujourd'hui, vous avez autour de la table les 3 des 4 cofondateurs de Zunix que nous allons vous présenter un peu plus tard. L'objectif est donc simple, c'est de permettre aux éditeurs français, dans un premier temps, de fabriquer leurs jeux au plus près du marché, avec une qualité équivalente aux standards du marché, évidemment, et surtout à des prix compétitifs. C'est une organisation qui a été pensée pour les éditeurs, en phase avec les réalités du marché du jeu de société. À qui s'adresse cette présentation? Nous avons voulu construire cette présentation pour qu'elle parle à toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui dans cette salle. Donc ce n'est pas uniquement un projet industriel, c'est aussi la possibilité d'impacter finalement la création, la conception et l'édition des jeux de société, parce que l'offre que nous allons présenter, c'est une offre de standardisation. Donc forcément, ça va impacter les auteurs, les illustrateurs pour essayer de rentrer dans ces standards, et l'éditeur pour également créer des gammes dans ces standards, pour là aussi toujours permettre de fabriquer au plus proche à des prix compétitifs. C'est aussi permettre aux points de vente de disposer des jeux au plus vite, avec des délais de réassort qui soient courts. Donc l'éditeur pourra éviter des ruptures de stock, ou en tout cas réduire les périodes de rupture de stock, parce qu'il va pouvoir produire plus rapidement. C'est favoriser également dans les points de vente les corners Made in France, et in fine l'expérience des joueurs, qui leur permettront d'avoir des jeux toujours de qualité et à des prix compétitifs, sans se dire ah bah tiens, là j'achète un jeu français mais il me coûte 30% plus cher, je vais peut-être pas y aller. Donc c'est vraiment permettre aux éditeurs de proposer sur le marché français de la fabrication française à des prix compétitifs pour rendre le Made in France accessible. Donc cette présentation, nous allons présenter 5 points. La genèse et la vision de l'usine, le fonctionnement du futur site de production, les technologies et les machines mises en place, notre offre de standardisation, et sans oublier bien sûr les avantages que représente cette usine pour les éditeurs, en essayant d'être le plus concret possible. Pour finir avec le calendrier d'ouverture et de la montée en puissance des prochains mois. Donc cette présentation va durer environ 20 minutes, et ensuite on va conserver 40 minutes pour échanger, pour répondre à vos différentes questions. Je donne la parole à Timothée. Alors, quel constat nous avons fait en montant l'usine? Le jeu de société, c'est un secteur dynamique, créatif, qui se renouvelle énormément, mais paradoxalement, la fabrication est majoritairement éloignée. Donc cela crée des contraintes très concrètes, délai de réassort, dépendance logistique, complexité de stock, risque géopolitique et une attente croissante autour du Made in France et de la RSE. Donc, vous connaissez tous ici dans la salle les principaux irritants que cela provoque. Des réassorts longs qui entraînent des ruptures de stock, donc des pertes de vente pour les éditeurs et pour les revendeurs. Ou encore, justement, par peur de ces ruptures de stock, des risques de surstock. Les éditeurs le vivent sur les plannings, les boutiques le vivent sur les ruptures, les joueurs le vivent sur la disponibilité ou la non-disponibilité plutôt. C'est ce trio-là qu'on veut améliorer: disponibilité, réactivité et fiabilité. Enfin, aujourd'hui, le Made in France est vu comme cher. On souhaite casser cette idée-là. On vous explique par la suite comment cela sera possible. Donc, le défi que l'on s'est donné en montant cette usine, c'est « et si la France devenait maître de la fabrication de ces jeux, mais sans sacrifier ni la qualité, ni la compétitivité ?» L'idée de Game in France, c'est de répondre à un manque du marché avec une capacité de fabrication locale, structurée, pensée pour le jeu moderne par des
par des personnes qui connaissent ce marché. Donc forcément, on a dû monter une équipe. On est 4 cofondateurs avec des profils très complémentaires. On a des gens de l'édition et qui connaissent très bien le marché de l'édition du jeu de société avec Christian et Timothée. On a l'industrie, parce que moi j'ai effectivement travaillé, je travaille depuis 20 ans dans l'industrie de la carte à jouer et du jeu de société. Et on a également la filière et l'ancrage territorial avec Christophe Mailleux, qui est donc le directeur général du groupe Evra, qui est le deuxième groupe de presse national, presse régionale en tous les cas sur le nord-est de la France. Donc on est des spécialistes du jeu de société, et même jusque dans la fabrication du jeu de société, on a des équipes techniques expérimentées, on a des gens qui ont travaillé depuis des années dans les processus de fabrication du jeu de société. Donc c'est vraiment une vraie compétence. Et donc l'équipe industrielle est quand même experte aujourd'hui, celle qui est aujourd'hui sur l'usine à Oudemont. C'est des experts, c'est des gens qui ont travaillé dans le jeu de société et qui savent ce que c'est faire un jeu de société et les qualités attendues. J'assimile souvent le secteur du jeu de société au secteur de luxe, car il y a vraiment une exigence de qualité très élevée. Sans en payer le prix. Merci Christian. Donc, vous pouvez voir qu'effectivement, en tant que directeur, j'ai 23 ans d'expérience dans le jeu de société, mais on a également une responsable supply chain avec 5 ans d'expérience en jeu de société. Et ce qui est important, au-delà d'avoir des machines, c'est d'avoir des humains, de l'homme, qui font fonctionner correctement ces machines et qui connaissent vos besoins en termes de qualité, ce qu'ils attendent, ce que vous attendez d'un jeu de société qualitatif. Eux, ils le connaissent. Donc le projet a été financé collectivement. Il a été rendu possible grâce à un financement collectif avec de nombreux investisseurs, dont des acteurs de la filière, The Flying Games, Cocktail Games, Instaplay, Forgenext, Le Lion Vert, Yellow, Double Combo, Ozu, Bombix, Banjo, Blue Orange, Abeille, Régis Bonessé, les auteurs de TTMC. Et nous avons également un imprimeur partenaire qui fait partie des actionnaires de l'entreprise. On remercie bien évidemment tous ces gens qui nous accompagnent dans cette aventure et qui sont certainement en partie ici présents. Le projet est également soutenu par les pouvoirs publics. En effet, l'État et la région nous accompagnent dans le cadre des financements de réindustrialisation, le cadre filière France 2030. Nous avons commandé et reçu l'ensemble, ou pratiquement l'ensemble des machines. Les dernières machines arrivent fin mars. Les photos que vous pouvez voir, donc, c'est des lignes de découpe qui vont permettre de puncher ou de faire les carcasses et habillages de boîtes. Une ligne de carte, la photo est la photo réelle de la machine dans l'usine, ainsi que la photo des boîtes, c'est une photo sur site. On a privilégié forcément des machines modernes avec des temps de calage très courts. C'est ce qui va nous permettre d'avoir une flexibilité dans les processus de production et de pouvoir changer assez rapidement d'une fabrication à l'autre. Donc, comme Hugues vient de l'expliquer, ce qui coûte cher dans la fabrication d'un jeu de société, finalement, ce sont les temps de calage de machines et bien sûr les outils de découpe. Par exemple, alors si je reviens sur la slide précédente, un temps de calage pour des boîtes, jusqu'à présent, sur les machines qu'on peut avoir sur le secteur, on est plutôt de l'ordre de ce qu'on appelle un shift, donc c'est 7-8 heures de calage, alors quand vous voulez fabriquer 1500, 2000, 5000 boîtes, sachant qu'on tourne à peu près à 1300, 1500 boîtes à l'heure, effectivement le calage vient augmenter le prix de manière considérable. Donc on a fait le pari d'investir sur des machines récentes, modernes, qui vont permettre de réduire considérablement ces temps de calage, et donc d'avoir cette compétitivité. Bien sûr, plus les volumes de production seront importants, plus ces temps de calage seront amortis. Donc l'objectif ici, c'est vraiment de faire de la standardisation. Alors attention, la standardisation, ça ne veut pas dire uniformiser les jeux. C'est simplement que si vous rentrez dans ces cadres standards qu'on aura réalisés, c'est là que nos prix seront les plus compétitifs. Si on sort de la standardisation, on aura toujours la possibilité de répondre aux demandes. Les prix seront
très probablement moins compétitif sur des petits volumes parce qu'il y aura les frais de calage et les coûts d'outillage qui seront pas forcément amortis par le volume. Par contre, si les volumes le permettent, on pourra vraiment avoir des prix là également qui seront compétitifs. Donc l'objectif, c'est vraiment de proposer, encore une fois, la compétitivité à des prix, avec des prix, je dirais, au niveau européen que vous pouvez constater aujourd'hui en Pologne, en Allemagne ou autre. Les standards, vous les avez affichés ici. Donc on a aujourd'hui 3 formats qui ont été arrêtés. Il y en a encore un 4e qui reste à définir. On va travailler avec les éditeurs pour savoir lequel on va pouvoir finaliser. Donc il y a un petit format type Pixies, un format type Trio, Carte Aventura, et également un 105-105 qui est un format type Mojo. Au niveau des cartes, là aussi, on a des standards avec un certain nombre de cartes par feuille et des formats qui sont là, qui n'ont rien d'innovant, je dirais, dans leur forme. La différence, c'est qu'on est en fond perdu systématique. C'est-à-dire que là, vous n'avez pas de question de bord blanc, pas de bord blanc. On est systématiquement en fond perdu, ce qui permet aussi avec cette machine d'avoir des formes de cartes qui peuvent être un peu plus originales. Alors bien sûr, on peut faire des cartes rondes, on peut faire des cartes carrées, on peut faire des cartes en forme d'étoile, de triangle, ce que vous voulez, dans la mesure du possible, bien sûr, mais en tout cas, la machine le permet. Donc vraiment, c'est de permettre aux éditeurs de relocaliser leur production, mais toujours avec cette contrainte prix. Bien sûr, les délais qui nous permettront d'être courts parce que ces calages sont rapides et donc on pourra être réactif sur nos productions. Et là, bien sûr, ça ne veut plus marcher. Donc, comme je vous disais, les non-standards resteront possibles. Les tarifs seront un peu moins compétitifs parce qu'on aura donc les frais d'outillage. Les délais seront également un peu plus longs. Aujourd'hui, on table sur des délais de 4 à 5 semaines pour pouvoir fabriquer les productions sur des quantités jusqu'à 10 000 pièces. Au-delà, on aura forcément des délais qui pourront être allongés un petit peu. Et si vous sortez des standards, ben, l'impact tarif sera présent, mais également l'impact délai, parce que ça nécessitera des temps de calage et nous de réorganiser le site, du moins pas le site, mais simplement les lignes de production en fonction de vos besoins. On est en capacité de produire des jeux. Alors, en capacité, on pourrait fabriquer un jeu, mais là où ça deviendra intéressant, c'est à partir de 500 exemplaires. Donc pour un éditeur, ce que cela change, c'est surtout sa gestion du risque. C'est-à-dire qu'au moment de lancer un jeu, il va pouvoir ajuster sa production pour être le plus précis possible sur son premier print, sans avoir peur d'être en rupture de stock, parce qu'il va pouvoir lancer rapidement ses réassorts s'il en a besoin, avec une réactivité de l'usine pour pouvoir lui permettre d'éviter ces éventuelles ruptures. Donc comment marche l'usine? Alors grâce à nos différentes expériences respectives qu'on a pu vous présenter tout à l'heure, Game in France se devait de proposer une expérience simple et innovante à tous, quelle que soit la taille des éditeurs. C'est donc plus qu'un produit qui est proposé ici, c'est vraiment des services associés. C'est-à-dire qu'on va avoir un outil de visage simple et rapide en ligne qui va permettre aux éditeurs de faire leur cotation, de conserver l'historique des cotations et de ne pas à chaque fois devoir rechercher le devis à quel moment ils les ont fait. Il y aura également un système de contrôle des fichiers qui sera en ligne et qui sera automatisé grâce à des outils d'intelligence artificielle. Les BAT seront également accessibles sur l'espace client et bien sûr les indications de délai de fabrication et de semaines de fin de production à validation des BAT seront communiquées. Et l'espace éditeur va également permettre à l'éditeur de disposer de toute la documentation technique et des certifications liées à la production du jeu. C'est un sujet aujourd'hui que tous les éditeurs peuvent constater, que ce soit des Amazon ou autres revendeurs. Aujourd'hui, ils ont besoin de sécurité. On voit tout ce qui se passe par rapport à Shine et autres. Il y a une nécessité de garantir la qualité des produits, le respect des normes. Donc toute cette documentation sera mise à disposition systématiquement sur l'espace client de l'éditeur. On proposera également des services de stockage et de logistique et de transport via nos partenaires qui sont à proximité.
Et ensuite, la possibilité offerte à tous les éditeurs, là aussi, quelle que soit leur taille, de négocier des contrats annuels. Pourquoi négocier des contrats annuels, que ce soit sur du monoproduit ou du multiproduit? Forcément, ça apporte de la visibilité à l'usine. Et que l'éditeur soit... Alors, c'est vrai qu'on a tendance à se dire que les plus gros éditeurs, c'est plus facile, mais même un petit éditeur qui se dit je vais fabriquer 10 000 jeux dans l'année, je vais avoir 3 jeux, etc., ça permet quand même de sécuriser, d'avoir une vision du marché global. Donc, ce sont des choses qui vont pouvoir être discutées. Et enfin, comme je vous l'ai déjà dit, nos délais de production sont estimés de 4 à 5 semaines pour les standards de fabrication et pour des quantités jusqu'à 10 000. Donc, Game in France est une usine créée par des éditeurs pour des éditeurs. Et donc, nous sommes à l'écoute de vos besoins. Alors, justement, les éditeurs, quels sont les avantages pour l'éditeur de Game in France? Alors, on en a ciblé particulièrement 5. La première, c'est une maîtrise complète des coûts et des risques. Par coûts et risques, qu'est-ce qu'on entend? On entend les risques géopolitiques, qui, vous le savez comme nous, il y en a pas mal en ce moment. Moi-même, avec Blue Orange, par exemple, jusqu'ici, on faisait 100% ou presque notre production en Chine. On avait bien conscience du risque géopolitique que cela représentait, puisque on ne sait pas de quoi est fait demain, et c'était important pour nous de pouvoir ouvrir une solution annexe. Les prix de transport qui flambent. Voilà, les prix de transport, ils ne sont pas prêts de diminuer sur les prochaines années. C'est un risque important pour les éditeurs. Les délais maritimes, les frais de douane et les risques de taux de change. Donc, par taux de change, on entend aussi les changements euro-dollar que les éditeurs aujourd'hui ne peuvent pas maîtriser. Deuxième avantage, des ruptures de stock évitées ou beaucoup plus courtes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand un éditeur lance un jeu, il n'a pas forcément la vision de ce que ça va réellement donner sur le marché. Donc il va se dire, allez, je lance... je ne vais pas prendre de risque, je lance 5000 jeux. Si son jeu, au moment où il sort, il y a une hype, il vend ses 5000 jeux en quelques semaines, s'il est sur du Made in China, croyez-moi, je connais ça, ça veut dire 4 mois de rupture de stock. Et donc 4 mois de rupture de stock, ça veut dire 4 mois où l'éditeur ne vend pas, où le distributeur ne vend pas, où les ludicaires ne vendent pas, où personne ne vend ce jeu, et où les clients ne peuvent plus... les joueurs ne peuvent plus acheter le jeu. Donc c'est un réel problème. Problème que parfois l'éditeur a tendance, la fois d'après, à se dire cette fois-ci, je ne vais pas me faire avoir. Je vais en lancer le prochain jeu. En plus, j'y crois. Celui-là, j'en lance 12 000, comme ça, je suis sûr d'avoir assez de stock. Manque de peau, celui-là, il marche un peu moins. Et on arrive sur le problème suivant, c'est des problèmes de surstock. Parce que dans ces cas-là... on a 12 000 jeux, ils ne marchent pas, on met 3 ans à les vendre, voire, on a tous malheureusement connu ça, ils sont bradés sur les marchés. Troisième avantage, c'est celui que je viens de vous dire. Donc on va passer directement au quatrième avantage, service premium tourné vers le besoin éditeur, car on a la chance de un peu mieux, en tout cas de connaître leurs besoins. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça passe par le calculateur de prix en ligne dont Christian vous a parlé, un espace client complet avec la documentation CE, certificat FSC, fiche matière, des interlocuteurs francophones et experts du jeu. C'est bête, évidemment, il y a beaucoup d'éditeurs aujourd'hui, de leur responsable production, ils parlent très bien anglais, mais il y a aussi des plus petites maisons d'édition qui se lancent, et ça peut être un problème au départ de se dire, moi, je suis embêté de devoir négocier en anglais avec, c'est pas ma langue maternelle, je suis moins à l'aise. Et un accompagnement sur les obligations telles que REP, etc. Je ne vais pas tous vous les citer ici, ce serait long. Et enfin, cinquième avantage et non des moindres, une fabrication responsable et valorisante. Grâce, et là mes notes sont plus basses, excusez-moi. Avec les matériaux certifiés FSC, encre végétale vernis à l'eau, production locale à faible empreinte carbone, assemblage, alors ça aussi c'est un point fort, l'assemblage sera fait avec un ESAT favorisant l'inclusion, donc des personnes en situation de handicap pour le bout de chaîne. Oui, juste préciser, effectivement, on fait appel à
un ESAT extérieur pour les assemblages au début, mais l'objectif de Gaming France, c'est d'intégrer ces personnes-là au sein de l'usine Gaming France et de les salarier à terme. C'est important pour nous. Quand tu dis extérieur, c'est elles viennent dans l'usine faire l'assemblage quand même. Voilà, et qui viennent dans l'usine faire l'assemblage. Dans un premier temps, ils seront, en fait, on va faire l'assemblage à l'ESAT qui est à 500 mètres de Gaming France, donc qui est juste à côté. Mais l'objectif, effectivement, est d'intégrer ces personnes-là dans les salariés de Gaming France, dans le futur. Et donc, en travaillant avec Gaming France, vous valorisez votre marque avec une production éthique, durable et engagée, un argument puissant auprès de vos clients, distributeurs et partenaires institutionnels. Maintenant qu'on a dit tout ça, je suis sûr que vous êtes impatients de venir fabriquer vos jeux chez Gaming France. Et donc, vous voulez savoir quand est-ce qu'on va ouvrir et quand est-ce qu'on va effectivement monter en puissance. Donc, au niveau de l'ouverture, on a réceptionné 80% des machines aujourd'hui. Le 20% restant va se faire sur le mois de mars avec des formations encore avec les personnels. Donc, ça veut dire qu'à fin mars, on est opérationnel sur toutes les lignes de production, cartes, boîtes et punch. Et donc, on a une première production dans le pipeline qui est, je vais la nommer, qui est de Zito, effectivement, qui nous a fait confiance et on les remercie pour la première production chez Gaming France. C'est le devis numéro 1, c'est important. Quand j'ai fait le devis, c'était un truc, devis numéro 1 de Zito. Donc, voilà. Et au niveau des devis, justement, donc la situation actuelle, on est pour des devis standards, sur une réponse de 7 à 10 jours. Et sur des devis non standards, des réponses sous 3 semaines. L'objectif est bien évidemment de réduire significativement ces délais, puisque, comme on vous a expliqué, on va passer par un calculateur. Mais ce calculateur n'est pas encore à jour, et donc il sera disponible à partir de septembre. Et auquel cas, sur des devis standards, quand vous rentrez sur une standardisation de production Gaming France, vous aurez vos devis de façon instantanée sur une interface web, et vous pourrez même passer directement votre commande via l'interface. Et si vous êtes sur des devis non standards, avec des composants qui ne sont pas spécifiques aux productions Gaming France, on vous répondra à minimum sous les 15 jours. Donc dès aujourd'hui, si vous souhaitez nous consulter, eh bien, vous avez l'adresse devis@gamingfrance.com, et donc on tâchera de vous répondre sous les 7 à 10 jours pour les standards et sous les 3 semaines pour les non standards. Oui, parce qu'on n'a pas insisté tout à l'heure dessus. Par rapport au format standard, aux fabrications, du moins aux machines qu'on avait, on n'a pas parlé des accessoires. Aujourd'hui, l'usine, bien sûr, ne fabrique pas de bois ou de plastique. Par contre, on a la possibilité, dans l'assemblage, d'intégrer ces différents éléments dans les jeux. Donc plusieurs possibilités, soit l'éditeur a l'habitude d'acheter ces éléments et du coup il les fournit à l'usine, ou sinon on a bien sûr notre sourcing qui nous permet d'acheter ces éléments. Alors le bois sera essentiellement acheté en Allemagne très probablement, en attendant de trouver des solutions françaises qu'on n'a pas encore pu trouver dans des conditions en tout cas qui permettent de garder la compétitivité. Merci à tous. Du coup, si on va passer à la phase des questions, et on va vous transmettre les différents micros. La conférence est enregistrée. Donc, pour les questions, s'il vous plaît, on va vous faire passer des micros. Parlez bien dans les micros pour chacune des questions, parce que sinon, pendant la retranscription, on ne vous entendra pas bien. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît ? Je vais laisser un micro à gauche, un micro à droite, comme ça après vous pourrez vous les passer. Je vais déjà passer à la personne qui a déjà levé la main. Hop. Alors déjà, merci pour cette présentation. Et en effet, ça fait plaisir de voir un projet comme celui-ci. Alors j'avais une question, j'ai peut-être raté l'information, mais à partir de quand vous aurez le format grand, en fait le format L qui était à déterminer? Est-ce que vous êtes vraiment en train de vous fixer? Est-ce qu'il n'y a pas eu réellement de demande particulière? Donc là, c'est très ouvert. C'est pour avoir une estimation aussi en termes de date. Voilà, si c'est possible. Ça reste encore très ouvert. Au départ, on avait imaginé un format type blanc manger coco avec beaucoup de cartes à l'intérieur.
le marché évolue, le marché change, donc c'est plus forcément ces formats, grands formats qui sont adaptés. Donc ça reste encore totalement ouvert hein, et à discuter justement avec les éditeurs. Juste pour définir par rapport à comment on a choisi les autres formats, on a vraiment essayé à chaque fois, il y en avait un qui était assez évident, c'était le format qu'on appelle le M, je crois, ou le L, c'est celui où, en gros, on met 2 decks de cartes l'un à côté de l'autre, c'est réglé. L'autre format, c'était les boîtes carrées, là aussi, ça a été assez évident de le trouver. Après, pour les petites boîtes, il y avait plein de formats de petites boîtes différentes. Et puis là, on s'est dit sur quel format les éditeurs seraient prêts à changer. Moi, j'ai fait moi-même avec mes propres équipes, je leur ai posé la question et c'est vrai que le petit format des jeux de Bombix, là, il plaisait bien, il est mignon, il est sympa et il coûte moins cher parce qu'il y a moins de matériel. Et donc, comme la recherche du prix pour le Game in France est importante, on s'est dit qu'on allait aller là-dessus. Et donc, effectivement, c'est vraiment sur cette démarche-là qu'il va falloir trouver sur un format de boîte un peu plus grand, sur quel format les éditeurs seront prêts à se rassembler ensemble, quoi. Il y a d'autres questions. C'est bien, c'est qu'on a été clair. Bonjour. J'ai une question. Est-ce qu'on pourrait imaginer à terme un label Game in France ? Alors ça dépend ce que vous appelez label Game in France. Aujourd'hui, il y a le logo Game in France, comme vous pouvez le voir, qui est affiché. Si c'est le Made in France, le fabriqué en France, on n'a pas prévu aujourd'hui d'avoir le label qui serait fait par notre usine, parce que il y a alors déjà le ministère de l'économie avait fait un label, alors qu'on n'aime pas, hein, mais qui est utilisé dans tous les secteurs d'activité, qui peut être utilisé. Donc pour l'instant, c'est pas forcément quelque chose sur lequel on a prévu de travailler. Après, on s'est posé la question de savoir est-ce que il faut valoriser Game in France, donc qui est le nom de l'usine. C'est pas forcément quelque chose qu'on va imposer aux éditeurs. Après, bien sûr, on en sera ravis parce que ça donne là aussi de la visibilité à l'usine. Mais une chose est sûre, c'est que quand vous faites fabriquer à Game in France, vous pourrez mettre Made in France sans aucun problème. On n'a pas parlé de notre usine en Chine encore ? Là-bas, un monsieur. Sébastien. On ne vous voit pas bien parce qu'on a les lumières en face. Donc, Ça a été effectivement Sébastien. Vous parlez de grosses boîtes. Et quand vous parlez de grosses boîtes, vous êtes sur du pas très gros finalement. Est-ce que ça veut dire que si on veut faire un gros jeu, genre un 24-32 ou un 30x30, on ne pourra pas trop venir vous voir ? Alors la machine peut le faire. Alors sur le plus petit format, on est sur le XS, c'est 74-135. Sur les grands formats, le maximum de machines, je vous le dis de mémoire, hein, mais à vérifier, on doit être à 300-400 par 60. Donc c'est quand même des grosses boîtes. Mais encore une fois, ça ne fait pas partie de nos standards, mais après, voilà, l'outil industriel nous permet de les faire. Et après, ce qu'il faut garder à l'esprit pour l'éditeur, c'est que effectivement, l'outil industriel nous permet de faire ces formats-là. Derrière, sur des gros jeux, ça veut dire beaucoup de matériel. Donc, ça veut dire probablement beaucoup de manutention pour faire la mise en boîte, pour faire les insertions, etc. Donc, tout ça aura forcément un impact budgétaire. Donc, si l'objectif, c'est de rechercher le prix, en tout cas, dans un premier temps, on ne sera pas en capacité de se positionner face à un marché chinois qui est très, 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 très agressif sur ce type de produit. Et face à un marché allemand ? Sincèrement, pas dans l'immédiat. En fait, oui, c'est vrai qu'il fallait bien commencer en fait par des points. Et nous, on s'est dit le gros du marché, le plus facile, sur lequel on peut répondre avec des vraies réponses qui, selon nous, seront bonnes pour les éditeurs, c'était vraiment sur, c'est vrai, les plus petits formats, les formats les plus, entre guillemets, simples. Après, l'avenir de l'usine,
plus on grandira, plus on sera, je l'espère, à même de répondre à tous ces besoins-là. On sera déjà capable d'y répondre, mais est-ce qu'on sera capable d'y répondre avec un devis satisfaisant? En fait, il faut toujours le remettre face au volume, hein, finalement. C'est vrai que si un éditeur vient nous dire, ben voilà, je lance un gros jeu, je veux faire un premier print à 5000 ex, bien sûr, on va pouvoir lui répondre, on va pouvoir lui faire un prix. Mais il y a de fortes chances qu'il nous dise, ah ben voilà, vous êtes 20-30% plus cher que l'Allemagne, que la Pologne. Est-ce que c'est réellement cette volonté-là? Alors que si on est sur des volumes tout de suite plus importants, probablement on commence à réussir à réduire cet impact, cette différence de prix par rapport aux autres, parce qu'on va pouvoir réfléchir à de l'automatisation, comment on va pouvoir automatiser les process sur ces grandes boîtes également. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que on va réussir à être compétitif en termes de prix grâce à la standardisation. Et grâce, tu as très bien expliqué tout à l'heure, le fait qu'on gagne, on fait gagner finalement aux éditeurs des heures et des heures de calage machine que nous, qui vont être absorbés en fait parce que on va lancer la machine pour l'éditeur, le jeu pour l'éditeur, les boîtes du jeu de l'éditeur X en même temps que ceux de l'éditeur Y, en même temps que ceux de l'éditeur Z. Et donc en fait, le temps du calage machine, il va être divisé par le nombre de boîtes qui vont tourner en même temps. Forcément, on n'aura pas, sauf s'il y a d'autres éditeurs qui ont exactement les mêmes formats de boîte, exactement le même matériel dedans, etc. Mais plus le jeu est complexe, plus ça sera difficile d'avoir cette standardisation-là et donc cette économie d'échelle. Il ne faut pas oublier, comme vous avez pu voir sur les vitesses de production, quand on est en ligne, c'est entre 1300 et 1500 boîtes à l'heure. Donc ça va quand même assez vite. Donc quand on parle de 5000 boîtes, elles sont faites en 4 heures. Donc c'est une demi-journée et ça y est, il faut passer au jeu suivant. Donc c'est pas anodin, le temps de calage n'est pas anodin sur ce type de production. Oui, bonjour. J'ai deux questions. Alors, j'ai peut-être loupé l'information. Il y a combien d'emplois liés à l'usine et aussi à terme, puisque j'ai compris qu'il y avait à avoir des recrutements. Oui. Et la deuxième question, c'est le plan de production. Vous avez parlé du devis numéro 1 d'Ozito. Est-ce qu'il y a un plan de production sur ces prochains mois déjà un peu plus établi et plus enrichi que ça? Merci. On espère quand même qu'il y a plus qu'une commande effectivement dans le pipeline et il y en a plus que d'une. Au niveau des emplois salariés, effectivement aujourd'hui on est 5 dans la structure. D'ici 2 à 3 mois, on va passer à la dizaine de personnes qui sont principalement des gens au niveau des opérations. Et l'objectif est effectivement sur 2027, milieu de 2027, de doubler les effectifs, puisque 2026, c'est prévu qu'on soit en une seule équipe, et à partir de fin de 2026, début 2027, en 2 équipes. On ne s'écarte pas le fait de passer en 3 équipes d'ici 2 à 3 ans, voilà, ou en fonction du volume qu'on va avoir. Mais c'est des choses qui ont été prévues dans le business plan, c'est-à-dire d'augmenter nos capacités avec des shifts supplémentaires. Et pour le volume qui est en attente, effectivement, on a d'autres volumes, mais on est sur notre BP initial. Donc voilà, aujourd'hui, les devis qu'on fait sont plutôt bien perçus. Et il y a plus qu'une commande, effectivement, dans le pipeline, heureusement pour nous. Ouais, quand on a monté le projet d'usine, alors ça fait maintenant plus de 2 ans hein, qu'on travaille dessus, le postulat initial, c'était de se dire il faut qu'on arrive réellement à proposer des prix compétitifs. Prix compétitifs, on avait pu faire un petit peu le tour du marché, on s'est dit il ne faut surtout pas que le prix dépasse 10% de ce qui se pratique par ailleurs en Europe. Au-delà de 10%, les éditeurs ne viendront pas. Donc aujourd'hui, force est de constater qu'on arrive à tenir le même 5-10%, et si on intègre les frais de transport, que l'usine est à Nancy, on est presque équivalent. Ensuite, sur le volume de charge, alors après, il me semble que Dozito est censé rencontrer le succès mondial, et donc il devrait remplir toute l'usine. Mais bon, on espère que... Étant la première commande de Gaming de France, c'est sûr que ça va être un succès, ça j'en suis persuadé. Alors il y avait des questions par là-bas, oui, tout à fait. Quel est le plus gros risque du projet aujourd'hui? Et pour vous, quel serait le signe de réussite dans quelques années? C'est une double question.
J'aurais tendance à dire que le risque serait Tu que laisses le risque et moi je prends l'autre. Tu prends l'autre? C'est gentil. J'aurais tendance à dire que le risque, c'est que finalement, en termes de prix, on n'arrive pas à se positionner par rapport à la demande des éditeurs. Parce qu'aujourd'hui, bien sûr, notre objectif, c'est d'être dans ces niveaux-là. L'usine, elle ne tourne pas. On n'a pas encore on a les volumes théoriques que les machines sont en capacité de faire. Celles qui nous ont communiqué, que les fabricants de machines nous communiquent, sont même plus importants. Et donc tout ça, c'est un schmilblick assez complexe pour réussir finalement à se dire, oui, ça a marché. C'est un bilan qu'on pourra faire probablement fin 2027. Avant, ce serait probablement prématuré. Donc je pense que le risque majeur, il est là. En termes de qualité, je ne suis pas inquiet plus que ça, vu les personnes qu'on a mis autour de la table et surtout, comme le disait Hugues, derrière les machines. Pour avoir, avec Abeille, essayé de faire du Made in France. Alors on le fait déjà, mais on fait des boîtes à droite, on fait des cartes à gauche, on a quand même essuyé quelques plâtres sur des cartes, sur de la qualité. On s'est rendu compte que des personnes dont ce n'est pas le métier initial, il y a des risques. Là, aujourd'hui, en ayant monté cette équipe-là, c'était vraiment pour que l'éditeur n'ait aucun doute sur la qualité des jeux qu'il va pouvoir sortir de l'usine. On va faire du black core, on va faire du linen, on va faire, je dirais, tout ça, on est capable de le faire parce que Hugues est dans le projet, parce qu'il est dans l'industrie du jeu de société maintenant depuis plus de 20 ans et qu'il a justement toutes ces portes qui sont ouvertes, qui permettent de proposer ces qualités de cartes également. Et les boîtes, c'est un peu moins complexe. On a un imprimeur également qui est partenaire sur toute cette partie, ce qui va permettre également d'avoir des boîtes. Aujourd'hui, le marché, on voit bien qu'il évolue, qu'il demande des définitions plus brillantes, alors qualitatives, c'est pas le mot, mais avec des techniques d'impression qui sont un peu plus valorisantes pour le produit. Donc là aussi, en travaillant avec un imprimeur partenaire qui est juste à côté, on a cette capacité de répondre à ces besoins des éditeurs. Je rajoute qu'un des risques, c'était quand même le risque industriel. Il y a 6 mois, 1 an, monter une usine, c'est pas simplement acheter des machines, c'est aussi, et je le répète, c'est mettre des personnes qui ont les compétences sur ces machines. Et aujourd'hui, je suis entièrement rassuré parce qu'un certain nombre de personnes qui sont salariées de l'usine Game in France sont des gens qui ont une expérience de plusieurs années dans ces processus-là. Un exemple sur les formations qui ont été faites par les constructeurs sur les machines. Au bout de 2-3 jours, les formateurs me disaient c'est bon, on n'a rien à leur apprendre, même si on en apprend tous les jours. Mais voilà, ils ont maîtrisé la machine et ils connaissent toutes les subtilités du façonnage lié au papier. Ils savent ce que c'est un sens de fibre, ils savent tous les détails techniques qui sont liés à la production de la fabrication de cartes ou de boîtes. Et donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui est hyper rassurant. Et donc forcément, pour les éditeurs, c'est hyper rassurant aussi de savoir que lorsque les fabrications sont faites chez nous, elles sont faites par des gens qui ont une expérience de cette fabrication. Compléter là-dessus aussi sur les cartes, on parle de façonnage, mais la partie impression est quand même sur les cartes à jouer très très importante quand on veut une stabilité des dos, des couleurs de dos par exemple, ou qu'on veut une qualité du calage recto-verso, ou comme ça on se dit c'est facile, on a le jeu en main, c'est propre, mais il y a des contraintes et un apprentissage, une compétence à avoir au niveau de l'opérateur qui sont indispensables. Et les partenaires d'impression sont des gens qui ont l'habitude du jeu de société également, parce qu'elles travaillaient entre autres avec Hugues par le passé. Alors, juste aussi un petit détail, je n'ai pas toujours été directeur d'une usine. Avant ça, j'ai été quand même responsable pré-presse et presse. Donc c'est vraiment un métier que je maîtrise complètement et c'est surtout un métier que j'adore. Donc j'ai horreur que ce soit mal imprimé. Donc là-dessus, il n'y a pas de sujet. Je serai le premier au bout à tirer pour vérifier que tout se passe bien. Mais ceci étant, il n'y a pas d'ambiguïté. Les prestataires qu'on a choisis en termes d'impression sont des prestataires avec qui je travaillais depuis des années et qui connaissent toutes les choses trappes à éviter justement dans l'impression de cartes à jouer principalement, mais aussi de boîtes. Et pour ta deuxième question, alors là, ça va peut-être être à chaque fois une réponse personnelle, mais moi, ce que je sais, c'est que personnellement, je suis déjà franchement fier de ce qu'on a réussi à faire.
je profite de ta question pour tirer mon chapeau à quelqu'un qui s'appelle Pierre-Yves Boiffin, qui travaille pour l'État et qui travaillait pour... un jour, en fait, il avait... Je sais pas, en Meurthe-et-Moselle, il s'était aperçu que le jeu de société rentrait dans le top 10 sur une année du chiffre d'affaires de la région, etc. Apparemment, ils ont reshifté plusieurs fois pour dire je crois qu'il y a un problème. Et quand ils s'en sont aperçus, cette personne-là, elle a fait le tour des éditeurs et des gens du secteur chez nous. Alors, ils nous ont dit est-ce que Blue Orange, on peut venir vous voir? Et on s'est dit bon, c'est encore des politiques qui viennent nous voir pour nous poser des questions, et il n'y aura pas d'intérêt au final pour nous. Et cette personne-là, la Pierre-Yves Boissin, était une des personnes qui est venue. Et tout de suite, il nous a dit mais pourquoi vous ne faites pas une usine pour le secteur, pour la filière, sur la France? Et moi, au départ, je lui ai répondu, je lui ai dit mais ça marchera jamais, une usine made in France, c'est pas possible. Et il a vraiment challengé, il a été jusqu'à, c'est lui qui a rassemblé des personnes, notamment par exemple Christophe Mailleux, c'est lui qui est à la base finalement de cette idée-là. Et on a essayé de répondre à pourquoi ça serait pas possible. Et c'est comme ça que petit à petit, on a réussi. Ça a été franchement énormément de travail. Énormément de temps passé avec les gens de l'État, les gens de la région, les investisseurs. Et donc, voilà, moi, en tout cas, c'est pas fini, on est presque au bout, on a commencé. Mais dès qu'on va vraiment pouvoir sortir les premières boîtes, avoir les premiers jeux made in France sur le marché, je pense que ça sera déjà pour nous tous, pour tous les fondateurs, déjà une belle fierté. Alors, Tim, pour lui, ça sera la fin, mais pour moi, ça sera le début. Je tiens à le préciser. Ouais, vous avez un micro? Oui. Parfait. Bonjour. Le jeu de cartes à collectionner prend beaucoup d'ampleur, y compris dans la création française. Est-ce que c'est quelque chose qui sera envisageable chez vous à un moment donné ou pas? À un moment donné, oui. D'accord. Pas tout de suite. La carte à collectionner, c'est quelque chose de très spécifique en termes d'impression. Voilà, donc c'est pas le cœur de métier de Game in France. D'autres machines. Voilà. Après, moi je ne sais pas ce que me réserve l'avenir, hein, jamais, j'ai pas de boule de cristal. Donc pourquoi pas. Mais dans l'immédiat, non, ça fait pas partie du focus Game in France. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'avais vu un bras tout à l'heure par là-bas également qui s'est levé. Non? Là-bas au fond, oui. Merci pour la présentation. J'ai plusieurs questions. Vous avez parlé de carton, cartes, etc. Du coup, je me demande si les plateaux, c'est faisable aussi avec vos machines. Oui, alors les plateaux, pour nous, c'est du punch. Donc c'est une presse. Donc oui, les plateaux sont également faisables, ouais, tout à fait. Y compris pliants. Pardon? Y compris qui se replient. Qui se plient. Oui, alors en interne, aujourd'hui, on n'a pas la machine pour le faire. Donc on a des sous-traitants qui le font, hein, pour être tout à fait honnête. L'objectif, c'est de pouvoir les faire en interne d'ici quelques mois. Okay. Et la matière première vient d'où? Et est-ce que vous envisagez aussi des propositions à base de matériaux recyclés, papier recyclé, etc. Alors, le principe de Game in France, et c'est aussi pour ça que moi j'ai voulu travailler, j'ai été emballé par le projet, c'est qu'il y a vraiment une entité RSE forte. Et sur les matières premières, donc on fait appel à des fabricants qui sont tous certifiés FSC ou PEFC. Et surtout, on fait un principe, c'est-à-dire qu'on est à Houdemont, à Nancy, et on fait 1 km, 2 km, 3 km, et on essaye de chercher autour de nous le plus proche, celui qui nous proposera le meilleur composant au meilleur prix. Sur un certain nombre de matières premières, on a fait appel à des gens qui recyclent 7 fois le carton. Au bout de 7 fois, le carton, les fibres sont vraiment trop cassées pour pouvoir les réutiliser. Mais sur les boîtes, par exemple, on a un prestataire qui recycle 7 fois son carton. Et on fait appel, on est très attentif à ça,
ce qui est tout ce qui a trait à l'écologie, la durabilité, la recyclabilité des projets, des matières premières. Après, on privilégie le plus près de nous. C'est pas toujours possible, faut être honnête. Donc, mais voilà, c'est la politique de Game in France dans la supply chain en tous les cas. Si on parle du papier des cartes, par exemple, Blackcore, en France, on n'a pas de fabricant qui fabrique du Blackcore, donc c'est forcément Allemagne ou Italie. On n'a plus de fabricant. On n'a plus de fabricant. Voilà. Donc, on va essayer d'en convaincre de refaire, mais oui, c'est un peu plus complexe que ça sur le papier. Désolée, j'ai vraiment beaucoup de questions. Allez-y. La raison pour laquelle c'est pas possible d'être compétitif sur certaines choses par rapport à l'Allemagne, c'est parce que ça fait plus longtemps qu'ils le font et du coup ils ont pu amortir des dispositifs industriels. Enfin, je m'interroge juste parce que j'imagine qu'au niveau des salaires, ça doit être comparable. Je pense qu'au niveau des salaires, c'est comparable. Effectivement, il y a des usines allemandes qui ont plusieurs dizaines d'années d'expérience. Donc, nous, arriver et avoir les prétentions de pouvoir être au même niveau, ce serait quand même un petit peu... Donc, il y a effectivement ce phénomène-là. Aujourd'hui, par contre, je pense qu'on peut y arriver assez rapidement parce que les machines dans lesquelles on a investi sont des machines relativement modernes et on est en train de réfléchir. En fait, la problématique du coût, c'est malheureusement l'intervention humaine dans les processus de production. C'est malheureux de le dire, mais voilà, c'est clair, on est tous confrontés à ce que ça coûte. Et donc, on cherche quand même à automatiser au maximum. Là, dans un premier temps, on n'est pas dans la phase d'automatisation des lignes complètes d'assemblage parce qu'on veut avoir un recul sur ce qui va rentrer réellement dans l'usine, même si on commence déjà à avoir une vision de ce qui va rentrer, pour pouvoir automatiser au mieux les lignes d'assemblage. Donc effectivement, par rapport à l'Allemagne, je pense qu'ils ont une expérience et ils ont adapté leurs lignes par rapport à ce qui rentre, et ce qui fait qu'ils optimisent au maximum leur process. Juste pour compléter, justement, par rapport au coût humain, pour avoir... alors, je vis en partie aux Pays-Bas et je vois un petit peu comment fonctionnent les Pays-Bas sur le droit du travail. Il est quand même différent de la France. Il y a plus de flexibilité sur les contrats. Par exemple, aux Pays-Bas, vous avez des CDI à 0 heure. C'est-à-dire que l'employeur peut avoir une masse de salariés qu'il ne fait venir travailler que quand il en a besoin. Donc, ce qui fait que forcément, il les paye sur le temps de travail réellement réalisé, et ce qui apporte une flexibilité énorme sur la charge de travail. Et donc, effectivement, en France, on n'a pas cette flexibilité-là, et ce qui fait que quand vous lancez une usine, si vous n'êtes pas à plein régime très rapidement, ou vous avez des baisses de production à un moment donné, mais vous vous retrouvez très vite pris à la gorge par vos frais de personnel, finalement. Alors que dans ces pays, et même en Allemagne, il me semble également qu'ils aient cette flexibilité-là sur les temps de travail et donc sur le coût, sur la masse salariale, que malheureusement aujourd'hui en France, on n'a pas. Ok. J'ai plus de questions. Est-ce que vous pensez pouvoir faire du Pantone? En impression? Ah oui, aucun problème. Okay. Il n'y a rien de rédhibitoire à faire du Pantone. Okay. Et est-ce que l'usine sera visitable? Vous serez tous les bienvenus. Il faudra prendre rendez-vous. Non, c'est quelque chose qui est important. Enfin, j'ai été directeur d'une usine de fabrication et c'est vrai que la visite d'usine, c'est vraiment important pour un client, un éditeur, là, en l'occurrence, parce qu'il y a un lien qui se crée quand vous visitez une usine. Et moi, j'ai remarqué, quand les clients venaient visiter notre usine, effectivement, il y a un lien qui se crée différemment parce qu'on met un visage sur l'opérateur qui est sur la machine, voilà, on voit comment c'est fait. Et puis des fois, c'est magique de voir que les cartes, elles s'empilent les unes sur les autres, comme ça, à toute vitesse. Donc oui, c'est des choses qui seront prévues et qui seront envisageables. Et je ne dis pas que les portes sont ouvertes, parce que ça reste une usine, mais n'importe quel éditeur pourra venir effectivement visiter l'usine sur prise de rendez-vous.
Ouais, je trouve vraiment très très important même pour les éditeurs de voir comment fonctionne une usine de fabrication de jeux de société, parce que ça permet aussi d'en comprendre les contraintes. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on se dit, ben, c'est vrai, en Chine on fait ce qu'on veut, on demande quelque chose, on l'a. C'est important pour l'éditeur de voir concrètement comment ça se passe derrière les machines et quelles sont les contraintes de ces machines et des hommes qui travaillent derrière. Donc oui, la visite d'usine, même nous on trouve ça indispensable pour que l'éditeur comprenne bien comment ça fonctionne. Du coup, par rapport à justement ce que vous évoquez sur la contrainte, etc., c'est vrai que vous souhaitez être compétitif et de ce fait-là, vous avez investi dans la formation. C'est super important de fidéliser vos travailleurs demain. Et j'ai une question qui est vraiment purement sociétale, c'est est-ce que vous avez pu être accompagné, soit par l'ARACT, la CARSAT, justement sur des questions de conditions de travail, pour la conception en fait respectueuse, pour éviter des maladies professionnelles, des accidents de travail qui pourraient vous mettre en difficulté derrière en perdant des compétences? Alors aujourd'hui, on investit dans du matériel qui est référencé CARSAT, sur lequel on est accompagné. Et on a mis en place une étude avec un ergonome via la médecine du travail sur les postes d'assemblage, justement pour éviter ou limiter en tous les cas tout ce qui était TMS. Oui, c'est quelque chose qui est important parce qu'on sait que assembler avec des gestes répétitifs toute la journée, ça génère des TMS. Et donc il faut qu'on puisse gérer ça au mieux pour nos salariés et pour la santé de nos salariés. La base première de Gaming France, en tous les cas de l'usine, c'est la sécurité des salariés. Je ne vais pas aller jusqu'au bien-être des salariés, mais c'est la sécurité des salariés et le fait que quand ils rentrent le matin, ils repartent comme ils sont arrivés le soir, je ne dis pas en pleine forme, mais voilà, sans problématique d'accidents ou de choses comme ça. C'est pour ça que là, effectivement, c'est bien que vous en parliez, mais on a un ergonome qui arrive la semaine prochaine pour étudier justement tous ces process. Il y a d'autres questions dans la salle? Il est possible de connaître la part des subventions publiques dans l'investissement initial ou le montant notamment? Oui, c'est sur un total de 5,5 millions d'investissements total. L'État et la région ont investi à hauteur de 1,5 million. Alors, je vais préciser, c'est 1,4 million d'euros, 400 000 remboursables. Voilà. C'est un accompagnement fort de l'État et de la région, hein, clairement. On a été vraiment suivi. C'est un projet qui a été soutenu clairement par la région, la BPI, qui nous ont poussés hein, et qui nous ont vraiment soutenus. C'est vrai que Tim en a parlé tout à l'heure, mais on doit quand même rendre à César ce qu'il y a à César. L'accompagnement a été important. Sans l'accompagnement, de toute façon, l'accompagnement de l'État était un pilier du financement de l'entreprise. Sans ce financement-là, on n'y serait peut-être pas allé, quoi. Il faut savoir que les subventions sont aujourd'hui malheureusement indispensables à la réussite d'un tel projet, parce que dans les autres pays européens, ils sont également fortement subventionnés sur leurs industries. Et donc ça créerait un décalage qui ne permettrait pas d'être au même niveau que les autres usines. Et c'est vraiment, il y a vraiment eu un travail d'équipe, alors entre les fondateurs, mais aussi externe, j'ai envie de dire, puisque il y a l'État et la région, il y a un fonds d'investissement régional qui aide également, mais parce que c'est en région, ils sont vraiment là pour investir sur les sociétés qui investissent en France et encore plus en Lorraine pour ce fonds-là. Il y a un club d'investisseurs lorrains qui ils souhaitaient vraiment aider une entreprise de la région, et on sait que la réindustrialisation a été super important pour eux. Et puis il y a surtout le projet France 2030 filière, il porte son nom, et là on est dans la filière du jeu de société, et là où ils ont vraiment été à fond pour nous accompagner, c'est quand ils ont vu tous ces éditeurs qui investissent. Ça a été hyper important en fait. Il y a eu
beaucoup d'éditeurs, on les a cités tout à l'heure, qui ont investi dans l'usine, qui y croient et en plus de ça, ces éditeurs-là, mais même beaucoup d'autres éditeurs, nous ont fait des lettres d'intention pour nous dire « Oui, nous souhaitons travailler avec Game in France, nous soutenons le projet d'une certaine façon ». Et donc, il y a vraiment eu une énergie. Déjà, nous, ça nous a apporté de l'énergie de voir que tout le monde était derrière et vraiment une filière commune des gens pour pousser le projet. Bonjour. Vous êtes vous-même donc éditeur de jeux. Parmi les investisseurs, il y a d'autres éditeurs. À terme, quelle part de vos propres productions voyez-vous dans Game in France? Et quelle autre part continuerez-vous à mettre en Chine ou ailleurs, en Allemagne, en Pologne? Est-ce que vous visez un 100% ou est-ce que c'est Game in France qui viendra en appoint de votre production vis-à-vis de tous les risques que vous avez énoncés au début de la présentation? Alors, très clairement, je vais même répondre de deux façons. Déjà, tous les éditeurs qui soient fondateurs ou qui soient investisseurs, ils ont, je peux vous le garantir, aucun passe-droit. C'est-à-dire que moi, je sais que mes équipes, quand elles négocient avec Hugues, elles négocient comme elles négocient avec les... Ça, c'est hyper important quand même. Et c'était une règle d'or dès le départ qu'on a fixée. Il y a même eu des éditeurs qui souhaitaient investir. Ils nous ont dit, est-ce que ça va nous donner des avantages? La réponse a été très claire, non. Et nos investisseurs autres qui ne sont pas éditeurs et qui ne sont pas du secteur ont bien insisté là-dessus aussi. C'était une des conditions, c'est que les éditeurs actionnaires n'aient pas d'avantage particulier par rapport aux autres éditeurs, étant donné que l'usine s'adresse à tous les éditeurs et pas particulièrement aux éditeurs actionnaires. Alors je sais que ce n'était pas du tout ta question, hein, mais j'en profite pour le dire parce que je pense que ça peut être un questionnement que des éditeurs se posent et je trouve que c'est important d'y répondre clairement. Et pour ton autre question, donc moi je vais répondre avec ma casquette Blue Orange, puis Christian répondra avec la casquette abeille. Blue Orange n'a pas du tout l'intention de faire 100% de sa production made in France. Il faut que ce soit clair. Déjà parce que en fait, la France, ça représente 20%. Même maintenant moins de 20% de ce qu'on vend partout dans le monde. Donc ça n'aurait en fait aucun sens de déplacer le problème, j'ai envie de dire. Donc nous, on va essayer de favoriser au maximum dans les jeux qui sont conformes au standard la production en France. Moi, de toute façon, j'ai aussi une double casquette. Il y a par exemple chez Blue Orange, il y a un responsable production, il y a une responsable, une chef chez Blue Orange, et c'est eux qui vont décider à chaque fois quel jeu sera fait dans l'usine. C'est pas moi, je vais pas dire bah si, il faut que ça soit fait à l'usine parce que c'est notre usine. Ils le savent. Donc tout ça pour dire que c'est compliqué de se projeter. Ce qui est déjà sûr, c'est que je peux dire ce qu'on a déjà acté ou ce qui est en cours de finalisation. Par exemple, tous les petits jeux de la gamme Taco, vous voyez lesquels, tout cela, on a été jusqu'à les changer de taille. Donc pour que dans les prochains mois, tous les jeux de cette gamme-là vendus en France soient produits pour l'usine. Donc, tous les jeux qui colleront au standard, à chaque fois, Blue Orange va faire un devis auprès de l'usine et puis il va y avoir quelque chose de sain, je pense, de compétitivité entre Blue Orange et Game in France pour négocier, essayer de trouver un accord sur la production de ces jeux-là. Et du coup, donner le pourcentage de jeux qu'on va produire, je ne saurais pas le dire. Pour tout ce qu'on vend dans le reste de l'Europe, nos commerciaux internationaux chez Blue Orange, ils vont à chaque fois, à partir de maintenant, proposer aux distributeurs dans chacun des pays plusieurs alternatives. Ils vont, je sais pas moi, par exemple, Taco-Cha Book Cheese Pizza vendu en Allemagne, on va dire à l'éditeur allemand, soit on te le vend comme on faisait jusqu'ici avec une fabrication en Chine, soit on te le vend avec une fabrication en France. Voilà les différentes... Ils sont comme nous, hein, faut pas croire, les éditeurs et distributeurs des autres pays d'Europe, ils ont envie aussi, quand ils le peuvent, de relocaliser la marchandise. Et ça sera, comme ça sera eux les revendeurs dans leur pays, ça sera eux qui feront le choix. Un petit peu comme, même pour la France, par exemple, Tribuo, qui
qui fait partie de notre groupe, mais qui est le distributeur français, ils ont eu leur mot à dire quand on leur a dit tel jeu, il se retrouvera en Made in France. Mais du coup, par exemple, on avait avant une magnet box, donc une boîte aimantée, ça va se retrouver dans une boîte cloche. Ce changement-là, on a dû le faire valider à la fois par Blue Orange, à la fois par Tribio. Je me perds peut-être un petit peu dans la réponse, mais c'est pour expliquer que c'est pas si simple, mais ce qui est important, c'est qu'il y a une réelle volonté d'en faire le maximum. On a été surpris aussi, on a même un éditeur allemand qui souhaitait investir à un moment donné dans l'usine, donc c'était assez surprenant. Pour répondre sur la partie abeille, donc nous on fabrique déjà en partie certains jeux en France. Alors comme j'expliquais, on fait des boîtes à un endroit, des cartes à un autre, donc en termes de prix, c'est pas forcément toujours le plus facile. La différence avec Abeille, c'est qu'on n'est pas forcément sur un marché d'édition, on va être sur un marché d'entreprise via l'activité Games on Demand. Donc c'est pas tout à fait la même chose. On peut se permettre d'acheter les jeux un peu plus chers. Et donc sur ce marché-là, clairement, à partir du moment où on a la capacité de faire travailler Game in France, la priorité sera donnée à Game in France. Mais comme on a toujours été très clair avec Hugues là-dessus, parce que c'est lui qui maîtrise finalement les prix, un éditeur comme nous ne pourra pas se permettre de payer 30% plus cher un jeu qu'il achèterait en Pologne ou en Allemagne, par exemple. Donc de toute façon, la compétitivité est indispensable pour qu'on puisse relocaliser. Il y a une volonté de relocalisation. Nous, on travaille également avec pas mal de boîtes qui ont une dimension RSE qui est importante, où ils demandent du Made in France. Mais même là, quand c'est des boîtes du CAC 40 sur lesquelles vous allez faire des jeux de cartes, ils vous demandent au départ du Made in France, ils vous demandent un prix Made in France, un prix Made in Europe. Quand on a 30%, ils vont sur le Made in Europe. Donc là, vraiment, c'est avec l'usine, c'est de pouvoir leur dire, ouais, là, il n'y a plus que 5 à 10%. Et là, on sait la question ne se posera pas, on sera sur du Made in France. Donc on l'a aussi très difficile à donner un pourcentage, mais il y a une vraie volonté générale de ramener un maximum de ce qui sera possible dans Game in France. Est-ce qu'on répond à ta question? Oui. Il y a encore des dernières questions. Donc, merci à tous pour votre présence. Ça faisait plaisir de voir la salle quand même, qui était quand même bien pleine. Donc on voit que c'est un projet qui intéresse et on est heureux d'en arriver là. Et il nous tarde de voir les premiers jeux sortir. Pour ceux dans la salle qui ont investi dans l'usine, encore merci pour votre soutien. Et à très vite pour la suite de cette aventure. Merci à tous. Merci à vous.